Voilà, eh bien, écoutez, on va commencer cette table ronde avec deux patients, une patiente, un patient. Aurélie va m'aider à coordonner cette table ronde. Le titre de la table ronde, c'est comment aider les patients à aller mieux. Alors nous, les cardiologues, on est quand même des gens qui travaillons sur le concret et on se pose toujours la question à un moment donné, mais et la tête, comment va la tête de ces patients après des fois de tels événements qu'on se demande comment ils traversent leur âge, sortent de leur âge et reprennent le cours de leur vie. Et donc, peut-être qu'on va commencer avec nos deux patients, Aurélie, qui Alors, peuvent... c'est pas tout à fait ce qu'on a prévu entre nous. Ah bon, ben voilà, ça commence Donc, bien. donc, Jonathan, vous avez tous compris qui c'était. J'ai juste présenté donc Philippe Savary, qui est donc ici en tant que patient aujourd'hui et qui a une maladie cardiaque congénitale, donc qui connaît la maladie cardiaque depuis longtemps et qui a aussi une expérience en tant que patient intervenant, donc il pourra peut-être en dire un mot. Et puis on a Victoire Monneray, qui est aussi ici en tant que patiente et qui, elle, à l'âge de 25 ans, a subitement eu un très grave problème de santé. Donc voilà, deux perspectives différentes autour de la maladie. Et donc pour lancer les échanges sur cette question, comment aider les patients à aller mieux, l'idée, on s'était mis d'accord entre nous pour que ce soit Jonathan qui parle en premier de son expérience. Il vous a parlé en tant que chercheur, mais quand il était en thèse, il est aussi intervenu un peu en tant que psychologue. Et puis ensuite, voilà, nos deux patients invités interviendront. Merci. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup la parole là, vous m'avez déjà un peu entendu, et je voudrais surtout qu'on puisse entendre aussi les patients qui sont là pour vous raconter leur histoire. Juste, voilà, moi j'étais à l'hôpital pour réaliser ma thèse, et je me suis très vite rendu compte des besoins psychologiques des patients. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de psychologue officiellement à la Pitié, où il y a un tout petit temps sur un service, enfin à la Pitié, en cardiologie, pardon. Et donc, on a essayé avec Gilles de mettre en place des choses. Et en l'occurrence, je voyais des gens au moment de leur hospitalisation, alors parfois pour la recherche, mais parfois aussi en dehors. C'est-à-dire que mon numéro a circulé, j'avais donné l'autorisation pour que mon numéro de téléphone circule auprès des médecins et qu'ils puissent faire appel à moi quand ils détectaient un patient en détresse. On a aussi mis en place quelques consultations externes pour les patients qui n'étaient pas hospitalisés. Alors ça s'est mis en place avant le Covid, avant le confinement. Mais pendant le confinement, du coup, j'ai quand même continué par téléphone les consultations que j'avais commencé à mettre en place avec les patients en externe. Et puis, on a aussi mis en place des groupes de parole, alors qui ont là aussi dû être suspendus au bout d'un moment à cause du Covid. Aujourd'hui, moi, je ne suis plus à Paris, je vis à Strasbourg, mais c'est Aurélie qui a repris ces groupes de parole récemment. Et pour l'anecdote, ça fait plus d'un an que je suis parti à Strasbourg. Il y a encore 3-4 mois, j'ai eu un appel d'un médecin de la Pitié qui avait retrouvé mon numéro et qui me demandait si je pouvais passer voir un patient. Voilà, donc je l'ai renvoyé vers les étudiantes en psycho que je savais qui étaient présentes à l'hôpital. Je vais laisser la parole du coup aux patients. Voilà, allez. Philippe, vous voulez commencer ou Victoire ? Enfin, l'idée est que vous nous racontiez votre parcours, votre histoire, ce que vous voulez en dire, et puis comment vous êtes sorti des difficultés, qui vous a aidé finalement à traverser l'orage et à sortir de l'orage. D'accord, très bien. C'est sûrement pas les cardiologues en fait. Bon, ce sera certain, oui. Bonjour à tous déjà, et puis merci de nous donner l'occasion de nous exprimer. Je vais essayer de vous raconter ma petite histoire assez rapidement, puisqu'elle est assez longue. Moi, je suis cardiaque congénital, j'ai 60 ans aujourd'hui. Et sur le plan... alors évidemment, c'est une situation qui a évolué, qui s'est dégradée avec le temps. Voilà, disons que j'avais une pathologie cardiaque à la naissance à laquelle se sont ajoutées d'autres pathologies. Aujourd'hui, j'ai un diabète de type 2, j'ai un lymphodème et puis je souffre aussi d'arthrose précoce. Voilà, j'ai de l'arthrose un peu partout qui me cause beaucoup de douleur. Pour revenir à mon enfance, moi je suis né en 63, donc en 63... la communication entre soignants et patients était quasiment inexistante. Le rapport entre les patients et les soignants était très vertical, très descendant, au point que
je n'ai jamais eu, et mes parents n'ont jamais eu, aucune idée, aucune information sur la maladie dont je souffrais. On me rassurait, on me disait que tout allait bien, mais je savais que j'avais une malformation cardiaque, et c'était à peu près tout, quoi. Il a donc fallu que je bataille pendant des années après, à l'adolescence, pour essayer de comprendre et pour obtenir ces informations. Alors heureusement, les générations ont changé, les médecins, d'autres médecins sont arrivés, plus jeunes peut-être, moins imprégnés de paternalisme, et j'ai pu obtenir certaines informations. Mais je dois dire, j'ai beaucoup souffert de cet état de fait pendant toute mon adolescence, parce que c'était ne pas avoir ces informations, si vous voulez, me retirait une partie de ce qui me constituait, quoi. J'avais cette maladie, elle m'appartenait, mais j'avais aucune idée de la façon dont je pourrais vivre avec, dont je pourrais me projeter dans l'avenir, quelles seraient mes possibilités, mes capacités, etc. Et j'ai vraiment vécu ça comme une espèce comme une injustice, comme une grande injustice, en fait, parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, par exemple, le dossier médical n'était pas accessible aux patients. Mon médecin traitant pouvait le consulter, un autre cardiologue, etc. Mais moi, j'avais aucune idée, encore une fois, de ce dont je souffrais exactement, quoi. Et comment dire, j'avais donc beaucoup de colère, hein, envers les médecins. Et il a fallu que je rencontre des psychologues, enfin un premier psychologue à l'extérieur, pour commencer à pouvoir, comment dire, reconstituer un peu mon histoire de malade et pouvoir commencer à exister en tant qu'individu à part entière auprès des médecins. C'est-à-dire pouvoir demander, pouvoir dialoguer avec eux sur ma maladie, sur ce que je pouvais faire, ne pas faire, etc., quoi. Et durant tout ce cheminement, si vous voulez, et au fur et à mesure, au fil des ans, quand d'autres pathologies sont apparues, diabète, etc., j'ai eu recours en effet à des psychologues à plusieurs reprises. Et heureusement, parce que sans ces aides, sans ces soutiens, je ne sais pas si j'aurais pu tenir le coup jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'âge de 60 ans, quoi. Donc Philippe, je vois que vous avez usé quelques psychologues. J'ai usé quelques psychologues et quelques cardiologues aussi, oui. Voilà. Le cardiologue, je m'en doutais, mais alors vous avez fréquenté le groupe de parole d'Aurélie. Vous pouvez nous dire un mot? Est-ce que ça a une utilité quelconque de la faire venir à la Pitié, Aurélie? Bah oui, tout à fait. Oui. Moi, je pense qu'il est indispensable, et dans mon activité de patient intervenant, c'est une part importante aussi, hein. Il est indispensable d'avoir un lieu, un espace, un moment où les patients peuvent s'exprimer sur tout ce qui touche à la vie avec la maladie, hors de la maladie strictement médicale, quoi. Le comment on fait, parce qu'avec la maladie viennent toute une ribambelle, toute une cascade de... Alors évidemment, chaque cas est différent, mais viennent toute une ribambelle de difficultés. Moi, j'ai un régime peu salé, j'ai un diabète, donc un régime peu sucré, ce qui peut sembler au départ assez compliqué à mettre en place, mais c'est surtout très compliqué, ça j'ai découvert après, dans le rapport aux autres. Ça devient très compliqué d'avoir une vie sociale normale. Et ça, évidemment, on ne s'en rend compte qu'après, au fil du temps, dans la vie quotidienne, quoi. Donc il est important d'avoir ce genre d'espace où on peut exprimer ce genre de choses, où on peut essayer de trouver des solutions, trouver du soutien aussi auprès des autres patients. Et pour moi, c'est capital d'avoir un lieu où cette parole peut s'exprimer librement. Oui. Ok, merci beaucoup Philippe. On va peut-être demander à Victoire de prendre le micro. La première fois que j'ai vu Victoire dans mon cabinet de consultation, elle était avec ses parents, et j'ai cru que c'était un des parents qui était malade, en fait. Et non, c'était Victoire, et je n'avais pas remarqué la canne blanche qui est sous son siège. Victoire a vécu une histoire compliquée, difficile, et je suis admiratif de sa résilience, et
Elle a repris le cours de sa vie. Elle va nous raconter un peu comment elle a vécu tout ça. Merci, professeur Montalesco. Donc, bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir prendre la parole devant vous. Donc, moi, j'ai une histoire un petit peu particulière. Je ne pense pas que vous en ayez beaucoup entendu des comme ça, des similaires. En fait, je partais avec mes parents en vacances à Miami il y a 1 an et demi. Pour la faire courte, quand je suis descendue de l'avion, je me suis effondrée. J'ai été transférée au Jackson Hospital of Miami et j'ai fait en fait une embolie pulmonaire massive, 3 AVC, 2 arrêts cardiaques. J'ai passé 8 jours dans le coma, en tout à peu près 1 mois en réanimation au Jackson Hospital. Et ensuite, du coup, à la suite de ça, j'ai pas eu de séquelles physiques. En revanche, j'ai perdu, je pense, 95% de ma vue. Donc, il me reste une vision tubulaire centrale, donc très petite. Et ensuite, ça a été le début du tour des hôpitaux. Donc, je pourrais vraiment écrire un guide du retard des hôpitaux de France et de Navarre. Voilà. Donc, déjà, comment aider les patients à aller mieux? Donc, moi, pour ma part, je vais vous donner mon ressenti. Quand j'étais à l'hôpital, vraiment, le point le plus important pour moi, ça a été le fait de pouvoir continuer, entre guillemets, à mener une vie normale. Donc, en fait, notamment par le lien social que j'entretenais avec ma famille, mes amis, et aussi avec les soignants qui m'ont beaucoup aidée. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir rire avec eux, avec les soignants, les infirmières, les médecins, de pouvoir fêter les grandes dates de mon année, donc Noël, le Nouvel An, mon anniversaire, Pâques. Pour la petite anecdote, par exemple, pour Pâques, mon copain est venu et en fait, j'étais à l'hôpital Sainte-Marie, donc à la Fondation Sainte-Marie et hôpital Saint-Joseph. Il avait amené des petits œufs de Pâques, il en a caché partout dans le jardin. Et moi, avec ma canne blanche, je devais les trouver. Donc vous imaginez que ça a pris un peu de temps. J'en ai marché sur 2 ou 3. Mais tout ça pour dire que vraiment garder un lien social, ne pas s'isoler, ne pas se morfondre. Et ce lien social, si on ne peut pas l'avoir avec nos familles ou avec nos amis, parce que moi, j'ai eu la chance vraiment d'être très, très soutenue. J'avais des visites tous les jours pendant 8 mois. Et Dieu sait que c'est long. Mais ce n'était pas le cas de tout le monde. On l'a eu quand même avec les soignants. Et ça, c'est vraiment très, très important parce que moi, on m'a beaucoup aidée de ce point de vue-là. J'ai pu toujours, quand j'avais... parce que, bien sûr, j'ai toujours gardé le sourire et j'ai vu le côté positif parce qu'au début, le pronostic vital n'était pas bon. Il faut quand même savoir qu'on a dit à mes parents, on les a appelés quand j'étais à l'hôpital pour leur dire que c'était fini, qu'il fallait qu'ils viennent à l'hôpital et me dire au revoir. Ensuite, on leur a dit que j'allais être tétraplégique, que j'allais plus pouvoir parler. Après, on leur a dit que j'allais être hémiplégique. Finalement, je suis sortie. Bon, et c'est vrai que je vois pas très bien, je suis un peu bigleuse, mais bon, je peux marcher, etc. Donc, j'ai vraiment eu de la chance. Et voilà. Et ensuite, je voulais parler justement du rôle du psychologue dans mon suivi. Alors moi, j'ai eu la chance, on m'a toujours proposé, donc dans les différents hôpitaux que j'ai fréquentés, on m'a toujours proposé une aide psychologique. Donc je sais que ce n'est pas le cas de tous les patients, mais moi on l'a fait. Alors je ne sais pas si c'est vis-à-vis de mon histoire, peut-être qui est un petit peu particulière, de mon âge aussi, parce que ça m'est arrivé à 25 ans. J'en ai 27 aujourd'hui, c'était il y a 1 an et demi. Je n'ai pas ressenti le besoin tout de suite de parler à des psychologues parce que globalement, c'est vrai que parfois il y a des coups de mou, je ne vais pas vous dire le contraire, mais j'arrive quand même à voir le côté positif de la chose et en étant entourée, en continuant à faire mes activités. Donc moi j'adore le sport, j'ai pu reprendre le sport, je peux voyager, je peux voir mes amis, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé, c'est vraiment ce lien social qui a été primordial pour moi. Mais en fait le seul moment où ça a été vraiment indispensable pour moi de parler à un psychologue et où je pense qu'un jour je pourrais y refaire appel, c'est que le fait de parler de ça, par exemple avec ma mère avec qui je parle d'habitude, ou avec mon copain, quand je leur parle, c'est très difficile pour eux et je sens que s'ils me voient malheureuse, forcément, eux, ils sont malheureux et ils vont commencer à pleurer, etc. Et après, on va tous pleurer ensemble. Enfin bref, on s'en sort plus. Hein, voilà, pendant 2 heures, on pleure. Et après, ils pensent que je suis déprimée ou malheureuse, alors que pas du tout. C'est juste qu'il y a des moments où c'est dur pour moi et voilà. Mais le fait de parler à une personne tiers, voilà, vraiment, ça aide. Et je pense que ça peut être très bénéfique. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Victoire. Donc on voit le rôle des jeunes aidants dont Julie parlait, mais aussi des vieux aidants, si je puis me permettre, Victoire. Les parents, ils ont été un peu importants quand même dans l'affaire. Hein. Ah oui, mes parents ont été... déjà, il faut savoir que ça m'est arrivé quand même aux États-Unis.
Donc déjà que c'est pas facile quand il vous arrive quelque chose comme ça en France, mais alors à l'étranger, pour toutes les problématiques administratives à gérer en même temps, donc les assurances, le rapatriement sanitaire, les coûts, enfin ça a été très compliqué. Et franchement, ma mère et mon beau-père, donc qui étaient sur place, déjà il fallait gérer leur chagrin personnel et puis tous ces à côté, parce que c'était vraiment pas facile et ils ont été extraordinaires. Et puis après, le suivi, parce que c'est vrai que quand on revient en France, même quand on sort de l'hôpital, il faut quand même gérer la sortie, parce que j'ai oublié de parler de ça, mais en fait, le plus dur pour moi, vraiment, je pense que ça n'a pas été quand j'étais à l'hôpital, ça a été ma sortie d'hôpital, parce qu'après 8 mois d'hôpital, quand vous retrouvez entre guillemets une vie normale, vous n'êtes plus chouchouté par tous les soignants, ils viennent plus vous voir. En fait, quand vous êtes à l'hôpital, vous savez, le matin, il y a la prise de tension à 6h du matin, après vous prenez votre petit déjeuner, enfin, il y a tout qui est super bien cadré. Et en fait, quand je suis sortie, je me suis dit, mais en fait, je vais faire quoi de ma vie ? Maintenant, en fait, à part être miraculée et malade, je suis quoi ? Parce que du coup, j'avais arrêté mes études. Tous mes amis, eux, ils avaient leur premier emploi, ou ils continuaient leurs études, etc. Et en fait, moi, je suis sortie de 8 mois d'hôpital et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi ? Et c'est vrai que mes parents, mes amis m'ont beaucoup aidée. J'ai repris mes études à distance. Donc là, je continue. Et je me suis refixé des objectifs. Et ça, c'est vraiment grâce à mon entourage qui m'a poussée et qui ne m'a jamais lâchée. Et voilà, ça a été vraiment primordial pour moi. C'est ça qui est incroyable. Elle a repris ses études, elle a repris sa vie d'avant, et elle nous a dit au moins 3 fois qu'elle avait eu de la chance. C'est quand même incroyable. Est-ce que vous avez des questions pour Victoire, pour Philippe ou pour Jonathan ? Attendez, prenez un micro parce que sinon on ne vous entend pas. Oui, excusez-moi, c'est peut-être personnel, mais en fait, vous avez fait une embolie, mais vous aviez des antécédents ou c'est arrivé comme ça ? Enfin, ça me semble... Alors, j'avais aucun antécédent médical avant. En fait, je connaissais pas du tout l'univers médical, les hôpitaux. La seule expérience que j'en avais, c'était par 17 saisons de Grey's Anatomy. Donc, pour vous dire, c'était pas... Voilà. Et là, je me suis pris 8 mois dans la tête d'un coup. Et maintenant, j'ai l'impression d'être un peu à la maison quand je viens à l'hôpital. Mais non, j'avais aucun antécédent. Ils ont fait beaucoup de recherches après et ils n'ont pas trouvé. Le coup de tonnerre dans le ciel bleu. Donc, c'était pas un problème de coagulation ou... Non, ça a été cherché. Non, on a fait des recherches génétiques à l'hôpital Tenon, etc. Et on n'a pas trouvé. Ah ouais, bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Alors moi, quand ça m'est arrivé, je faisais des études de droit financier. Donc j'étais à Dauphine ici, et aussi quand ça m'est arrivé, j'étais à Londres, à King's College. Donc là, je revenais en France juste pour passer les vacances, partir à Miami avec mes parents. Et donc j'ai dû arrêter parce que c'était pas possible pendant les traitements. Et du coup, j'ai dû batailler avec King's College pour reprendre mes études à distance parce qu'ils voulaient que je retourne à Londres, mais je vois vraiment pas grand-chose, ça aurait été compliqué. Et du coup, j'ai pu les reprendre à distance, de droit financier. Donc j'avais pour le projet de passer le barreau, mais je pense que je vais pas passer le barreau, juste finir mes études et essayer de devenir juriste, de trouver un emploi. Voilà. Que Dieu vous entende. Allez, on a une question au fond à droite. Oui, j'ai une question à la fois pour Philippe et Victoire. Nous parlons beaucoup des aides que le soutien psychologique peut vous apporter. Moi, j'ai une question. Quel est votre ressort à vous, personnel, qui fait que le déclic provoqué par le travail que vous faites avec les psychologues vous permet de témoigner d'une telle pêche devant nous qu'elle en est sidérante ? Alors, pour répondre à la question, moi, personnellement, à chaque fois que la maladie a occasionné une nouvelle contrainte, j'ai essayé de la détourner. J'essaie d'être un peu imaginatif et un peu créatif. C'est ainsi qu'on m'a dit que j'allais suivre un régime peu salé pour le restant de mes jours.
ce que j'ai vécu comme un véritable amputation, en fait, comme une véritable amputation. Après un temps assez long, à peu près 1 an, où où j'étais complètement démoralisé, déprimé, avec cette idée, je me suis mis à faire la cuisine, ce que je n'avais jamais fait avant, quoi. Voilà, donc là j'ai trouvé une ressource, j'ai créé une ressource, voilà, que j'ai mis en place et que j'ai pu développer comme une vraie passion, quoi. Voilà, moi c'est sur le plan personnel, c'est des choses comme ça. Alors le sport, on a parlé du sport. Je me suis mis à nager beaucoup, pareil, avec passion. Et à chaque fois, je me dis que voilà, si une porte se ferme, il reste encore plein de portes à ouvrir, plein de choses à explorer, et on peut s'autoriser tout un tas de choses, quoi. Je pense qu'il faut avoir alors encore faut-il avoir certaines capacités, quoi. Hein. Je pense que comment dire, ces portes à ouvrir, elles sont quasiment infinies, quoi. Il reste que bon, il y a des moments où vraiment on est un peu, enfin, je parle pour moi toujours, hein, un peu submergé par le poids de la maladie, par le poids des traitements, par toutes les contraintes que ça occasionne. Et là, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix et d'autres solutions que d'aller en parler, quoi, d'aller en parler à un psychologue dont c'est le métier et qui saura justement peut-être réveiller des ressources qui se sont un peu taries. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai eu affaire à des psychologues à plusieurs reprises, justement, à l'arrivée du diabète, etc. Tous ces moments où il a fallu surmonter et j'étais un petit peu à court de ressources, quoi. Voilà. Ok. Victoire, un mot ? Alors, moi, il faut savoir que je suis de nature, déjà avant mon accident, assez positive dans la vie. Ma mère a été malade, on a toujours pris les choses... enfin voilà, je vois toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et puis ensuite, le fait de vraiment me tourner toujours dans des activités, de me fixer des objectifs que je faisais avant et de continuer à les faire. Donc je faisais beaucoup de sport, beaucoup de tennis avant. Bon là, autant vous dire que le tennis, c'est compliqué, il ne faut pas se mentir, parce que la balle, on ne la voit pas. Hein, voilà. Mais je peux courir. Je cours, je vais à la salle de sport avec mon copain, on fait beaucoup de sport, on voyage. Voilà, je me fixe toujours des objectifs. Là, je me suis mis à écrire mon histoire. Donc, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de lecteurs, mais du moins, ma famille fera l'effort de le lire. Et voilà, toujours me fixer des objectifs professionnels, des voyages, des envies. Et j'ai plein de choses à faire encore. Et voilà, c'est comme ça, en voyant le côté positif, que j'arrive à dépasser un petit peu les moments un petit peu de down, quoi. Voilà. Super, Victoire. Moi, je joue au tennis, je vois la balle, mais je la rate. Voilà, écoutez, merci. Juste, j'avais une petite question. Qui parle ? C'est la dernière des dernières questions. On est en train de conclure. Je voulais avoir votre opinion un peu à tous, pour savoir si vous pensez que chaque patient qui a un accident cardiaque devrait voir un psychologue. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. On n'est de toute manière pas dans les moyens d'offrir cela. Il faut qu'il y ait une démarche volontaire du patient. Sinon, ça ne marchera pas. Aurélie, vous voulez dire un mot là-dessus ? En tout cas, qu'on lui propose peut-être. Je pense que tout le monde n'a pas besoin de voir un psychologue automatiquement à un moment donné. C'est juste, comme a pu vous le dire notamment Philippe, c'est-à-dire savoir repérer à quel moment est-ce qu'on peut en avoir besoin. Et c'est pas toujours facile. Des fois, c'est l'entourage qui peut faire des signes ou un professionnel. Et que là, il faut pouvoir être à cette écoute-là. Et puis ensuite, explorer les possibilités. Où est-ce que je peux rencontrer un psychologue ? Dans quel cadre ? Et ce n'est pas une question forcément facile à laquelle on peut répondre. Mais nous, on est là aujourd'hui et on peut essayer de répondre à votre question pendant le temps de pause tout à l'heure, si vous avez besoin de conseils d'orientation. Voilà, je remercie en tout cas tous les participants et puis aussi Gilles d'avoir une initiative d'organiser ce temps aujourd'hui. C'est une première.